Donc bonsoir. Dans le cadre de ce cours à distance destiné aux étudiants du troisième semestre, filière des sciences d'économie et de gestion, dans le cadre des enseignements se rattachant au module d'introduction à l'étude du droit. Donc, dans le cadre de nos enseignements, nous entamons la troisième séance. Donc, pour faire un résumé des séances que nous avons étudiées, que nous avons réalisées, nous avons ensemble défini le droit. Nous avons fait la distinction entre droit objectif et droit subjectif. Et aussi, nous avons consacré quelques développements au caractère de la règle de droit. Nous avons dit que la règle de droit n'est pas le seul régulateur des relations sociales et qu'il partage ce rôle avec d'autres règles, notamment la règle morale et la règle de religion ou la règle religieuse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de définir et de délimiter les caractères de la règle de droit. Nous avons donc brièvement et en propos succinct dit que la règle de droit est une règle générale, une règle impersonnelle, une règle abstraite, une règle obligatoire. Ces caractères se rapportant à la généralité, à l'abstraction et au caractère impersonnel sont partageables dans une grande mesure avec les autres régulateurs sociaux, en l'occurrence la religion et la morale. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté un caractère exclusif de la règle de droit et qui permet de la distinguer des autres régulateurs sociaux, des autres règles, notamment la règle religieuse et la règle morale, à savoir le caractère coercitif. Donc, tous les comportements attentatoires à une règle de droit sont sanctionnés par l'État. Quand, par exemple, pour les manquements à une règle morale, ils sont sanctionnés par des remords. Les manquements à des règles de religion sont sanctionnés dans l'au-delà par la divinité, mais pour la règle de droit, ce qui fait son trait distinctif, c'est sa portée, son caractère coercitif. C'est-à-dire, tous les comportements attentatoires à une règle de droit sont sanctionnés par l'État. Et nous avons, dans le cadre de la séance, de la deuxième séance, élaboré de manière schématisée, bien évidemment, les différentes sanctions juridiques. Donc, il y a des sanctions civiles, qui consistent en des compensations pécuniaires notamment. Et il y a des sanctions pénales qui revêtent un caractère corporel, par exemple l'emprisonnement, la réclusion à perpétuité, la réclusion pour une certaine durée, la peine de mort tout simplement. Et il y a, et là vous ajoutez au document relatif à la deuxième séance que je vous ai envoyé et que j'ai publié dans la page officielle de la faculté du centre, vous ajoutez les sanctions administratives. Donc les sanctions administratives sont des sanctions prononcées par l'administration. Exemple, des pénalités de retard pour des usagers qui ne déposent pas des demandes, des dossiers dans les délais fixés par la loi. Il y a également des sanctions prononcées à l'encontre des fonctionnaires qui agissent à l'occasion de l'exercice de leur responsabilité professionnelle en méconnaissance des engagements et des devoirs qui leur incombent. Pour la troisième séance, nous la consacrerons aux sources de la règle de droit. Donc nous avons défini le droit, nous avons étudié les caractères du droit. Maintenant, nous allons consacrer quelques développements aux sources de la règle de droit. Donc, comme on l'a dit dans la première séance, le droit objectif est l'ensemble des règles juridiques générales, abstraites, impersonnelles, obligatoires et coercitives. Et ces règles constitutives du droit objectif sont destinées à la régulation de la vie en société. Donc, pour que l'on puisse vivre dans un cadre social, pour que l'on puisse mener paisiblement une vie en collectivité, on a besoin de règles de jeu. Ces règles de jeu sont incarnées par les règles juridiques. Et bien sûr, pour avoir des règles juridiques, il nous faut des sources créatrices de ces règles juridiques. Pour exister, le droit objectif a tout simplement besoin de sources qui fournissent la substance, la matière de ce droit. Donc,
sans source, on ne peut pas parler de droit. Et sans source, le droit objectif ne peut exister. C'est pourquoi nous allons consacrer cette séance à la nature, à la taxinomie. Quand je dis taxinomie, c'est-à-dire la classification. La taxonomie, c'est la science des classifications. Donc nous allons consacrer les développements ou la séance, la présente séance, à l'étude plus ou moins compendieuse, plus ou moins détaillée de la nature, de la classification des sources de la règle de droit. De façon brève, l'étude ou cette séance essaie de répondre à deux questions majeures. D'où vient le droit objectif et comment se forme la règle de droit? Donc, les deux questions qui circonscrivent la présente séance et qui établissent les objectifs de cette séance sont au nombre de deux. D'où vient le droit? C'est-à-dire tout simplement quelles sont les sources de cette règle de droit et comment fabrique-t-on, comment forme-t-on les règles de droit? Comme d'où vient la règle de droit et comment elle se fabrique. Donc, généralement, en ce qui concerne les sources du droit, on fait la distinction entre deux types de sources. Les sources indirectes de la règle de droit, en l'occurrence la Constitution, les conventions et les traités internationaux, la loi, le règlement, la jurisprudence. Et outre ces sources directes de la règle de droit, il y a une deuxième typologie, une catégorie seconde des sources de la règle de droit, à savoir les sources indirectes que matérialisent essentiellement la jurisprudence et la doctrine. Oui, donc pour les sources directes, il y a la Constitution, les conventions et les traités internationaux, le droit international, la loi, le règlement, la coutume. S'agissant des sources indirectes, ils sont au nombre de deux, la jurisprudence et la doctrine. Donc, les sources directes de la règle de droit sont établies par les pouvoirs publics habilités à produire, à fabriquer des règles de droit. Ces pouvoirs publics sont le pouvoir législatif en ce qui concerne les règles législatives, le pouvoir réglementaire en ce qui concerne les règles réglementaires et le pouvoir judiciaire en ce qui concerne les règles d'émanation ou d'origine judiciaire. Donc, comme je viens de le dire, les sources directes du droit objectif de la règle de droit sont la Constitution, les conventions et les traités internationaux, la loi, le règlement, la coutume, d'une part. D'autre part, il y a des sources indirectes du droit objectif. Celles-ci se composent de deux sources, la jurisprudence et la doctrine. Donc, nous allons commencer par les sources directes de la règle de droit. Et la source fondamentale de la règle de droit, c'est la Constitution. Donc, la Constitution, si l'on veut la définir de manière brève, représente la loi suprême dans une société juridiquement ordonnée. Donc, la Constitution incarne le contrat de répartition de pouvoir entre, d'une part, les gouvernés et les gouvernants et d'autre part, les gouvernés. Donc, en régissant, en organisant, en encadrant la relation entre les détenteurs du pouvoir et les subordonnés à ce pouvoir, la Constitution nous fournit ce qu'on appelle le statut juridique fondamental de l'État. Donc, dans une société juridiquement ordonnée, la Constitution constitue la source fondamentale du droit. Il constitue en quelque sorte la loi suprême. Il nous donne, il fournit, il incarne le statut juridique fondamental de l'État. Donc, compte tenu de son rôle, on peut proposer plusieurs définitions à ce mot, à ce vocable constitution. Bien sûr, selon l'angle d'analyse ou le positionnement épistémologique ou méthodologique. Donc, la définition que donne un juriste au vocable constitution diffère de la définition qui puisse émaner, par exemple, d'un spécialiste en sciences politiques. Mais, de façon générale, deux définitions peuvent être retenues pour le vocable constitution.
il y a une définition développée par l'école romano-germanique, par l'école française, et de laquelle s'inspirent les constitutionnalistes marocains d'un côté, et de l'autre, il y a la définition développée par l'école anglo-saxonne. Donc, pour les romano-germaniques, pour les Français, la Constitution est le texte juridique qui régit la dévolution et l'exercice du pouvoir politique. Donc, la Constitution répond à deux questions. Comment atteindre le pouvoir politique? Comment accéder au pouvoir politique? Comment arriver au pouvoir politique, d'une part, et une fois le pouvoir politique atteint, comment l'exercer? Donc c'est ça, en propos succinct bien évidemment, la définition proposée par les Européens à la Constitution, par l'école romano-germanique. Donc cette définition se fonde sur le rôle de la Constitution, en précisant que la Constitution répond à deux questions. Il régit deux questions. La dévolution de l'exercice du pouvoir politique, c'est-à-dire comment arriver au pouvoir politique, l'élection, et une fois le pouvoir politique atteint, comment l'exercer? On l'exerce à travers les règles prescrites, établies dans le texte constitutionnel. Outre la définition, là je donne des propos très très résumés, parce qu'on est dans le cadre d'un cours introductif et dont, bien évidemment, les destinataires sont des étudiants d'économie. Donc, j'essaie d'être concis et bref et ne donner que l'essentiel. Donc, outre la définition développée par l'école romano-germanique et de laquelle, comme je viens de dire, s'inspirent foncièrement, largement les juristes ou le droit marocain, il y a une définition proposée par l'école ou le courant de pensée juridique anglo-saxonne. Donc, outre la définition d'origine romano-germanique, la définition développée par l'école française, il y a une définition expérimentale proposée par l'école anglo-saxonne. Et conformément à ces définitions confectionnées par l'école anglo-saxonne, la Constitution serait le texte fixant la formule distributive du pouvoir politique au sein des différentes composantes de l'État et en particulier entre le centre et la périphérie. Donc, et toujours de façon brève, si l'école romano-germanique donne la primauté au rôle de la Constitution, en faisant le texte qui régit la dévolution et l'exercice du pouvoir politique, la définition anglo-saxonne, elle, repose sur donne un aspect expérimental à la Constitution en précisant que cette Constitution est le texte qui organise la formule distributive du pouvoir politique entre les différentes composantes de l'État et en particulier entre le centre et la périphérie. Donc, la définition anglo-saxonne donne la prééminence aux modalités de distribution du pouvoir politique. Donc, beaucoup de différences peuvent être dégagées de ces définitions, mais de façon sommaire, on peut dire qu'ils ont pour point d'intersection de dire que la Constitution est la loi suprême de l'État, et cette Constitution, après l'avoir définie, il faut faire une observation très importante sur la nature de cette Constitution. Donc, toute Constitution comporte 3 catégories de règles juridiques. La première catégorie se compose des règles garantissant la séparation des pouvoirs. Donc, il faut que l'on trouve dans la Constitution un ensemble de dispositions, de règles juridiques qui consacrent la séparation des pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le caractère institutionnel de la Constitution. Et notre Constitution, la Constitution marocaine de 2011, énonce que le système, le régime politique marocain se fonde sur la séparation des pouvoirs. Donc, la Constitution doit présenter un caractère institutionnel que matérialisent des dispositions contenues dans cette Constitution et qui ont pour objectif la consécration de la séparation des pouvoirs. Aussi, la Constitution doit contenir un ensemble de règles juridiques créant, reconnaissant au profit des gouvernés des droits et des libertés
des libertés et des droits fondamentaux. Donc la reconnaissance par le texte constitutionnel des libertés et des droits aux gouvernés représente ce qu'on appelle le caractère substantiel de la Constitution. On trouve ces dispositions dans notre Constitution, dans le cadre, notre Constitution reconnaît le droit de propriété, le droit à la vie, le préambule de la Constitution adhère au droit international aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Donc il y a un titre à part entière réservé aux droits fondamentaux dans la Constitution marocaine de 2011. Et l'existence de ces règles constitutionnelles consacrant, garantissant, protégeant les droits et les libertés impartis confère au texte constitutionnel ce qu'on appelle le caractère substantiel. Et en troisième lieu, la Constitution doit comporter ou comporte des règles juridiques protégeant la portée contraignante de la Constitution. On l'a dit au début de nos conférences, de nos séances, la règle de droit est une règle obligatoire. Donc, étant donné que la Constitution est la source fondamentale des règles juridiques, il faut que cette Constitution elle-même soit obligatoire. Donc, il faut que la Constitution contienne des mécanismes, des règles juridiques qui consacrent sa portée contraignante. Et ces règles juridiques consacrant la portée contraignante de la Constitution s'incarnent dans la justice constitutionnelle. Donc, ces règles juridiques protégeant la portée contraignante de la Constitution se matérialisent dans la mise en place d'un mécanisme juridictionnel, en l'occurrence la justice constitutionnelle, auquel échoua la mission de contrôler la conformité des actes de valeur législative édictés par l'État aux dispositions constitutionnelles. C'est le caractère normatif. Donc la Constitution est le texte suprême, est le texte juridique suprême de l'État. Ce texte juridique suprême répond à deux questions. Comment arriver au pouvoir politique et comment exercer ce pouvoir politique. Et ce texte présente trois caractères. Un caractère institutionnel se matérialisant dans des règles consacrant à la séparation des pouvoirs, un caractère substantiel se matérialisant dans des règles consacrant des droits et des libertés au profit des gouvernés, et un caractère normatif s'incarnant dans la mise en place d'une juridiction constitutionnelle, d'une cour constitutionnelle chargée de protéger les faits contraignants et en particulier la supériorité normative de la Constitution. Ce rôle de protection de la supériorité, de l'effectivité de la supériorité normative de la Constitution est rempli par la Cour constitutionnelle, anciennement le Conseil constitutionnel, dans le contexte du système politique marocain. Donc, en récapitulatif, la Constitution renseigne sur la forme de l'État, s'agit-il d'un État monarchique ou d'un État républicain. Il donne aussi des renseignements sur le type du régime politique et les rapports existants entre les différentes composantes de ce régime. S'agit-il d'un régime présidentiel, d'un régime parlementaire ou d'un régime à contenu mixte. Et aussi, il donne des renseignements sur les libertés et les droits garantis aux gouvernés, en particulier les droits politiques, par exemple, création et adhésion aux partis politiques, les droits civils, par exemple, le droit à la nationalité, le droit à l'affiliation, les droits économiques, par exemple, la liberté d'entreprendre et de faire le commerce, des droits culturels, environnementaux et de solidarité. La consécration de ces libertés et droits au profit des gouvernés au Maroc émane d'abord du préambule qui proclame l'adhésion du Maroc aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus et dans leur indivisibilité et universalité, et aussi dans la consécration d'un titre à part entière à la question, dans l'établissement d'une nomenclature, d'une liste de droits fondamentaux garantis aux Marocains. Et sur le plan d'un point de vue historique, depuis le recouvrement de son indépendance, le régime politique du Maroc a été régi successivement par 5 constitutions. La première constitution élaborée en 1962, révisée en 1970, il y avait aussi un texte constitutionnel en 1972, un nouveau texte constitutionnel en 1992 et un texte constitutionnel en 1996. Donc, le texte constitutionnel de 1962 donne une vocation parlementaire
au régime politique marocain en instaurant un pouvoir exécutif bicéphale composant du roi et du président du Conseil ou du Premier ministre, un parlement, un parlement et un pouvoir et une autorité judiciaire. En 1970, une révision constitutionnelle a été opérée et il a en quelque sorte consacré les pouvoirs du roi. Bien sûr, ces différentes constitutions élaborées par le Maroc dépendaient en quelque sorte de l'évolution des rapports entre les acteurs politiques, en particulier l'institution monarchique et les partis du mouvement national. Cette relation entre ces deux acteurs politiques fondamentaux de l'histoire du Maroc donc s'est répercutée sur la teneur des constitutions marocaines de 62 jusqu'à la constitution actuellement en vigueur, en l'occurrence la constitution de 2011. Donc actuellement, le régime politique marocain est régi par la constitution promulguée par le Dahir numéro 1-1191 du 29 juillet 2011, publiée au bulletin officiel du Royaume numéro 5964 du 30 juillet 2011. Donc ça, c'est un exercice pratique de référenciation juridique. Quand je veux me prévaloir des dispositions d'un texte juridique, quand je veux opposer un texte juridique à mes interlocuteurs, il faut que j'en détermine la référence et aussi, en particulier, la référence du bulletin officiel dans lequel il a été publié. Donc la Constitution de 2011, elle est plus étoffée, plus détaillée, plus en quelque sorte compendieuse par rapport à ses devancières. Donc le texte constitutionnel de 2011 est plus étoffé par rapport à ses devanciers, en comportant 180 articles répartis sur 13 titres. Et les contenus de ces 13 titres renvoient, comme je viens de le dire, aux 3 catégories de règles juridiques constitutionnelles précédemment mentionnées. Donc il y a des dispositions qui consacrent le caractère institutionnel de la Constitution, des dispositions qui consacrent le caractère substantiel et des dispositions se rattachant au caractère normatif, en particulier le titre relatif à la Cour constitutionnelle et qui impartit à cette dernière les contrôles classiques de constitutionnalité, en l'occurrence le contrôle sur saisine et le contrôle automatique des lois organiques, et bien sûr un contrôle concret, c'est-à-dire un contrôle exercé à l'occasion d'un litige dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois déjà en vigueur. Et aussi, ce qui fait en quelque sorte l'un des traits distinctifs de texte de 2011, c'est que ce texte de 2011, une des nouveautés consacrées par la Constitution de 2011, se manifeste dans l'octroi d'une vocation managériale au contenu constitutionnel. Donc la Constitution de 2011, outre le caractère institutionnel, le caractère substantiel, le caractère normatif que l'on trouve dans les textes qui lui sont antérieurs, il y a une vocation managériale dans la Constitution de 2011. Cette vocation managériale s'incarne dans l'adoption de règles destinées à améliorer et à optimiser la gestion des affaires publiques, principe de reddition des comptes, principe de moralisation de la vie politique, création d'institutions indépendantes de bonne gouvernance, Conseil de la concurrence, l'AHK, etc., adoption des mécanismes de la gestion axée sur le résultat, consécration de la déontologie professionnelle, etc. Donc, outre les caractères classiques traditionnels que l'on trouve dans les textes constitutionnels, il y a une vocation, un caractère managérial dans le contenu de la Constitution de 2011, et cette vocation, ce caractère managérial se vérifie, se matérialise dans l'adoption des règles destinées à fructifier davantage la productivité, la rentabilité, l'efficacité du secteur public. Donc, à côté de la Constitution, et toujours dans le cadre des sources directes des règles de droit ou des sources directes du droit objectif, il y a les conventions et les traités internationaux. Et dans ce cadre, le préambule de la Constitution marocaine énonce expressément que l'État marocain s'engage à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'homme
et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité. Donc, je l'ai dit au début de la séance, le Maroc, ou le préambule de la Constitution, qui fait partie intégrante de la Constitution, consacre l'adhésion du Maroc aux droits de l'homme dans leur indivisibilité et tels qu'ils sont universellement reconnus. Aussi, le préambule de notre Constitution accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par l'État du Maroc dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays. Donc, il ressort de ces dispositions contenues dans le préambule de la Constitution que les conventions et les traités internationaux insérés par une loi de ratification dans l'ordonnancement juridique national sont, au même titre que les lois nationales, opposables au pouvoir public et aux individus. Par exemple, les conventions et les traités constitutifs du droit international des droits de l'homme, dûment ratifiés par l'État marocain, sont directement invocables par quiconque sont prévalents. Il s'agit par exemple du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans les dispositions contenues de ce pacte, ces dispositions ont été directement appliquées par des juridictions administratives marocaines à l'occasion de l'examen des litiges qui ont été portés à leur connaissance ou leur ayant été déférés. D'autres conventions et traités relatifs aux droits de l'homme peuvent être cités dans le cadre des sources se ramenant aux conventions et traités internationaux. Il s'agit de la Convention d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, etc. C'est dire, en propos conclusif, que les conventions et les traités internationaux, le droit international, est donc une source directe des règles juridiques au Maroc, bien sûr, après avoir inséré les contenus, les dispositions de ce droit international par une loi de ratification dans l'ordonnancement juridique interne national. Et quand on insère des dispositions du droit international par une loi de ratification dans notre ordonnancement juridique national en droit interne marocain, on procède à ce qu'on appelle une convergence législative, c'est-à-dire on essaie d'harmoniser le dispositif législatif national avec ce que prescrit le droit international. La troisième source directe du droit objectif, de la règle de droit, réside dans la loi. Et pour étudier le volet se rattachant à la loi, nous allons étudier la notion et la typologie des lois. Nous allons également étudier le domaine de la loi et la procédure de fabrique de la loi. Bien sûr, je le rappelle, ce cours est un cours introductif, donc j'essaie de donner l'essentiel, parce que j'essaie de donner l'essentiel et de ne pas m'engager dans des analyses compendieuses qui ne profitent pas, à mon sens, à des étudiants en économie. Donc, notion et typologie de la loi. Nous allons définir la loi, nous allons démarquer son domaine et nous allons étudier la procédure de production, de fabrique d'une loi. Aussi, j'essaie d'utiliser des mots qui renvoient à l'économie parce qu'il faut quand même harmoniser, faire un effort d'harmonisation de ce cours introductif à l'étude du droit avec le champ disciplinaire de ses destinataires, en l'occurrence les étudiants d'économie et de gestion. Donc, la loi est un texte voté par le Parlement. Et on distingue entre les lois organiques et les lois ordinaires et les lois cadres. Donc c'est ça la typologie, la taxonomie des lois. Les lois organiques, ce sont des lois dans la fabrique, dans la production, et régies par une procédure spéciale impliquant l'autosaisine de la Cour constitutionnelle pour en contrôler la conformité à la Constitution avant de les soumettre à la promulgation de Sa Majesté le Roi.
Donc, une loi organique, c'est une loi, c'est une variété de lois, mais il se caractérise par une autosaisine de la Cour constitutionnelle pour en assurer la conformité à la Constitution. Donc, une loi est initiée soit par le gouvernement dans le cadre d'un projet de loi ou par un parlementaire dans le cadre d'une proposition de loi. Après le vote de la loi votée est transmise au gouvernement. Le gouvernement la transmet à Sa Majesté le Roi pour promulgation. La promulgation se matérialise par l'édiction du dahir prescrivant la mise en œuvre, ordonnant l'application, l'exécution de la loi en question. Donc, entre le moment avant la promulgation de ce projet de loi, de ce projet de loi organique, il est obligatoirement transmis à la Cour constitutionnelle qui se charge d'en examiner la conformité de la loi, et il ne peut être promulgué que si cette dernière, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, le déclare. On déclare la teneur conforme à la Constitution. Donc, par voie d'exemple, on peut citer la loi organique numéro 113 relative à la loi de finances, la loi organique numéro 065-13 relative à l'organisation, à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres. Donc, la loi organique est une loi, mais dans la procédure d'édiction de fabrique, implique une autosaisine, un contrôle de constitutionnalité automatique, obligatoire, par la Cour constitutionnelle. Aussi, il y a une autre catégorie de lois, en l'occurrence les lois ordinaires. Et là, il faut faire une précision très importante. Le qualificatif ordinaire a été adopté par la doctrine, par référence au droit français, parce que dans la Constitution de 2011, on ne trouve pas des dispositions prescrivant ou contenant ce qualificatif d'ordinaire. Donc, si l'on suit un raisonnement par élimination, ayant pour point de départ la définition de la loi organique, on peut tout simplement dire que la loi ordinaire est toute loi qui n'est pas organique. Tout simplement. Donc, suivant un raisonnement par élimination, ayant pour point de départ la définition de la loi organique que la définition que l'on vient de citer, on peut dire que la loi ordinaire est toute loi autre qu'organique. Tout simplement. On a défini la loi organique par référence à la Constitution, et on a dit que cette loi organique implique l'autosaisine de la Cour constitutionnelle. Donc, si la fabrique d'une loi quelconque n'implique pas l'autosaisine de la Cour constitutionnelle, il s'appelle loi ordinaire. Donc, suivant un raisonnement par élimination, ayant pour point de départ la définition de la loi organique, on peut dire que la loi ordinaire est toute loi autre qu'organique, ou toute loi dont la fabrique n'implique pas l'autosaisine de la Cour constitutionnelle pour en examiner la constitutionnalité. Donc, à côté des deux catégories de lois que nous venons d'étudier, que nous venons de présenter brièvement bien évidemment, en l'occurrence les lois ordinaires et les lois organiques, il y a une troisième catégorie appelée les lois cadres. Ces lois cadres sont prises dans le cadre de l'article, ou conformément à l'article 71 de la Constitution, qui dispose le dernier alinéa de cet article, le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Donc, quand on veut, par exemple, adopter ou fixer des orientations générales, macro-juridiques, dans un domaine quelconque, économique, environnemental, culturel, on adopte une loi cadre. Exemple, la loi cadre portant charte des investissements. Donc, cette loi cadre relative portant charte des investissements définit, délimite, fixe les objectifs généraux, les orientations générales de la politique de l'État en matière des investissements. Ça, c'est pour la taxinomie ou la typologie des textes ou des lois. Par ailleurs, et conformément à l'article 6 de la Constitution, la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes, physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre. Sans confirmer, toujours dans le cadre des dispositions contenues dans l'article 6 de la Constitution, sans confirmer
les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d'obligation de publication des normes juridiques. Il découle de ces dispositions constitutionnelles que la loi reflète la volonté de la nation, que celle-ci, c'est-à-dire la volonté de cette nation, exprime par l'entremise, à travers, via ses représentants au Parlement. Mais cette définition est relative, doit être nuancée, parce que, comme je viens de le dire, la loi n'est l'expression de la volonté générale, n'est l'expression de la volonté de la nation que si elle est conforme à la Constitution. Parce que nous avons dit que la loi, le contenu de la loi est soumis à un contrôle de constitutionnalité incombant à la Cour constitutionnelle. Donc les lois qui contiennent des dispositions contraires ou préjudiciants ou attentatoires à la Constitution sont, selon la procédure mise en œuvre, sont censurées par la Cour constitutionnelle. Donc, la loi n'est l'expression de la volonté de la nation que s'il est conforme aux dispositions de la Constitution. C'est ce qu'on appelle le principe de la supériorité normative de la Constitution. C'est le caractère normatif de la Constitution que j'ai évoqué au début de la séance. Donc, cette loi est votée par le Parlement. Et au Maroc, le Parlement est bicaméral. Bicaméral en ce sens qu'il se compose de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Historiquement, le parlementarisme dans le monde a traversé plusieurs étapes. Une étape durant laquelle la chambre haute était une chambre aristocratique. Succède à cette étape une étape durant laquelle la chambre haute, c'est-à-dire la chambre des conseillers, était une chambre d'approfondissement de la réflexion sur les lois. Et une troisième étape, celle que nous vivons actuellement, c'est l'étape qui se caractérise par l'octroi de compétences à caractère social et territorial à la Chambre des conseillers. Donc la Chambre des conseillers, dans le mouvement actuel du parlementarisme, essaie de représenter l'intérêt des catégories socioprofessionnelles, salariat, patronat, etc., et l'intérêt des collectivités territoriales. Ça, c'est en propos succinct. Et pour ne pas donner des propos compendieux, on continue. Donc, les membres de la Chambre des représentants sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le nombre des représentants est fixé par une loi organique et il est de 395 actuellement, et ce, bien sûr, conformément à ce que prescrit l'article 62 du texte constitutionnel. Quant à la Chambre des conseillers, il comprend au minimum, toujours selon l'article 63 de la Constitution, la Chambre des conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 190 élus au suffrage universel indirect pour 6 ans par des collèges électoraux catégoriels. Ces collèges électoraux catégoriels incarnent la vocation du parlementarisme moderne, qui octroie à la Chambre des conseillers un rôle de représentation et de préservation de l'intérêt des catégories socioprofessionnelles, en particulier salariat, patronat, etc., et la préservation et la représentation de l'intérêt des collectivités territoriales. Et c'est ce qu'on trouve dans les dispositions de l'article 63 de la Constitution, qui dispose que la Chambre des conseillers représente ou est composée de personnes élues par les salariés, par les employeurs et par les collectivités territoriales. Ce sont les caractères de ce qu'on appelle le parlementarisme moderne. Donc la Chambre des conseillers, au départ, elle était une chambre aristocratique, puis il est devenu une chambre d'approfondissement de la réflexion sur les textes juridiques, et maintenant, elle est une chambre destinée à la représentation des intérêts catégoriels, en particulier l'intérêt des différentes catégories socioprofessionnelles et l'intérêt des collectivités territoriales. Donc, nous avons brièvement étudié la définition, la typologie de la loi. Maintenant, on va en étudier le domaine. Donc, l'étude de la loi, c'est comme l'étude d'une fonction en mathématiques. Il faut bien évidemment définir ou établir le domaine de définition de la loi. Donc, le domaine de la loi, et qu'est-ce qu'on entend par domaine de la loi? C'est-à-dire les matières, les secteurs dans lesquels il est valable
de prendre l'initiative de légiférer sont fixés par l'article, sont limitativement, exhaustivement fixés par l'article 71 de la Constitution qui dispose. Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, les libertés et droits fondamentaux prévus par la préambule et d'autres articles de la présente Constitution. Donc, si l'État veut prendre une mesure qui se rattache à ce domaine de liberté et droits fondamentaux, il faut qu'il le fasse par une loi. Pourquoi? Parce que cette matière, ce domaine, fait partie du domaine de la loi. Aussi fait partie du domaine de la loi le statut de la famille et l'état civil. Donc, si l'État, si les pouvoirs publics veulent prendre des mesures en relation avec le statut de la famille et l'état civil, il faut qu'ils le fassent par l'entremise d'une loi. Pourquoi? Parce que cette matière fait partie du domaine de la loi. Aussi, outre les dispositions de l'article 71, définissant et fixant et délimitant le domaine de la loi, c'est-à-dire les matières dans lesquelles les parlementaires et le gouvernement peuvent prendre l'initiative de légiférer, l'article 72 de la Constitution précise que les matières autres que celles qui font partie du domaine de la loi appartiennent au pouvoir réglementaire. Donc, en matière de production des règles juridiques, étant donné que le domaine de la loi est limitativement fixé par la Constitution, on dit que le Parlement détient une compétence d'attribution ou d'exception. Pourquoi? Parce que le domaine de la loi est exhaustivement délimité par la Constitution. Et le gouvernement, c'est-à-dire le domaine du pouvoir réglementaire, le gouvernement détient une compétence de droit commun. Donc la Constitution fixe le territoire de la loi. On dit que le Parlement détient une compétence d'attribution ou d'exception. Quant au pouvoir réglementaire, il n'est pas limitativement fixé par la Constitution et on peut tout simplement dire que les matières qui ne sont pas inscrites dans l'article 71 précisant, définissant le domaine de la loi doivent être régies par des règlements pris par le gouvernement. Donc, si l'on se réfère à l'article 71, les matières qui y sont énumérées doivent être régies par des lois votées par le Parlement. Donc, les domaines ou les matières citées dans l'article 71 de la Constitution doivent être organisées par des lois. C'est le principe. Mais à l'instar de tous les principes dans le monde, ce principe est frappé d'exceptions. Et il y a des exceptions à ce principe. Parfois, le gouvernement empiète sur le domaine de la loi. Il légifère en lieu et place du Parlement. Et quelles sont ces exceptions? Ces exceptions s'incarnent donc, tout simplement, les décrets-lois pris par le gouvernement dans l'intervalle des sessions. Donc, ces décrets-lois doivent être pris avec l'accord des commissions parlementaires concernées et soumis à la ratification du Parlement dans la session ordinaire suivante, et ce, en application de l'article 81 de la Constitution. Et bien sûr, comme vous le savez, l'exemple le plus récent qui se rapporte le plus récent matérialisant l'édiction de ces décrets-lois, il se rapporte à la pandémie de Covid-19. C'est tout simplement le décret-loi numéro 2-20-292 relatif à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. Une autre exception, une autre disposition qui excipe au domaine de la loi, c'est les décrets pris sur la base d'une loi d'habilitation. Donc, en effet, l'article 70 de la Constitution énonce une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis au terme du délai fixé par la loi d'habilitation à la ratification du Parlement. Aussi, il y a les décrets d'ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission. Ces décrets sont édictés en cas de retard au niveau du vote du projet de loi de finances de l'année, conformément à l'article 75 de la Constitution. Donc, pour schématiser et pour s'en tenir à l'essentiel, ou pour m'en tenir à l'essentiel, le domaine de la loi est fixé par l'article 71 de la Constitution. Donc, les matières énoncées dans cet article doivent normalement être régis par des lois. Exceptionnellement, ils peuvent être régis par des décrets dans les trois cas que je viens de citer, en l'occurrence
les décrets-lois pris par le gouvernement dans l'intervalle des sessions conformément à l'article 81 de la Constitution, les décrets pris sur la base d'une loi d'habilitation conformément à l'article 70 de la Constitution, les décrets d'ouverture des crédits nécessaires à la marche du service public et à l'exercice de leur mission dans le cadre de l'article 75 de la Constitution. Donc, nous avons défini la loi, nous avons établi la taxonomie et la classification des lois, nous avons parlé du domaine de la loi. Maintenant, nous allons consacrer quelques développements, un peu de réflexion à la procédure de fabrique de la loi. Comment produit-on une loi? Comment fabrique-t-on une loi? Donc, l'adoption de la loi est soumise à une procédure scrupuleuse, à une procédure méticuleuse, à une procédure minutieuse décrite par la Constitution. Donc, c'est la Constitution qui décrit, qui établit, qui renseigne sur la procédure de mise en œuvre, de fabrique, de production de la loi. Donc la genèse de la loi peut être initiée par le gouvernement au moyen d'un projet de loi ou par un ou plusieurs membres du Parlement par le biais d'une proposition de loi. Je ne consacrerai pas, je ne discuterai pas les procédés de démocratie participative, je les laisserai à des exposés avec les étudiants, et je me limiterai aux sources classiques de la loi, en l'occurrence un projet de loi initié par le gouvernement ou une proposition de loi initiée par les membres du Parlement, soit les représentants ou les conseillers. Donc, conformément à la Constitution toujours, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre des représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres. La Chambre des conseillers, elle, délibère en premier sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une chambre saisie d'un texte voté par l'autre chambre délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis. C'est ce qu'on appelle le système ou le mécanisme de navette. Donc, la Chambre des représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Pourquoi l'adoption en dernier ressort est impartie à la Chambre des représentants? Parce que tout simplement, les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct. Donc, ils détiennent la légitimité de suffrage universel direct et du coup, on considère qu'ils sont beaucoup plus proches du peuple, de la nation, que l'est la Chambre des conseillers, qui, elle, est élue au suffrage universel indirect. Donc, la loi votée, donc, et ça, ça attise, on suscite un débat très important. Il faut faire la distinction entre la loi et le pouvoir législatif. Donc, la loi, c'est un texte voté par le Parlement. Le pouvoir exclusif que détient le Parlement, c'est le vote. Le gouvernement ne vote pas, le Parlement vote. Donc, lorsqu'un Parlement vote sur une disposition quelconque, cette disposition obtient automatiquement le qualificatif législatif, rang de législation. Le pouvoir législatif, lui, il est concurremment, et ça c'est parmi les traits distinctifs du régime parlementaire, est concurremment exercé par les chambres et par le chef du gouvernement. Donc le gouvernement peut exercer le pouvoir législatif à travers l'établissement, la préparation de projets de loi. Les membres du Parlement peuvent faire de même, mais à travers des propositions de loi. On dit que le pouvoir législatif appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres des deux chambres du Parlement. Donc, une loi votée par la Chambre est transmise au gouvernement, qui la transmet à son tour à Sa Majesté le Roi en vue de la promulgation. Dans ce sillage, l'article 50 de la Constitution énonce: le roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au bulletin officiel du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa promulgation. Donc, la loi est initiée soit par un projet de loi édicté par le gouvernement, préparé ou élaboré par le gouvernement, ou une proposition de loi élaborée par un ou plusieurs membres
du Parlement. Après cette phase initiale, il y a la phase de vote. Et après la phase de vote, il y a la phase de promulgation. Donc, la loi votée est transmise par le Parlement au gouvernement. Le gouvernement la transmet à Sa Majesté le Roi pour la promulgation. Et la loi promulguée est retournée au gouvernement qui procède à sa publication dans le bulletin officiel du Royaume. Et bien sûr, ce bulletin officiel du Royaume est géré par le secrétariat général du gouvernement. D'ailleurs, vous pouvez consulter les bulletins officiels du Royaume en format électronique sur le site officiel du secrétariat général du gouvernement, les bulletins officiels de 1913 jusqu'en 2020. Donc, à côté, donc, toujours dans le cadre des sources directes de la règle de droit, nous avons parlé de la Constitution, des conventions et traités internationaux, de la loi. Maintenant, nous entamons une autre source directe des règles de droit, en l'occurrence le règlement. Le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir consistant en la production de règlements tout simplement, est exercé par le chef du gouvernement à travers des décrets. Donc, dans le cadre du pouvoir législatif, on légifère. Dans le cadre du pouvoir réglementaire, on décrète. Donc, le pouvoir réglementaire, consistant en la production de règlements, est exercé à travers des décrets par le chef du gouvernement. Donc, le chef du gouvernement est le titulaire du pouvoir réglementaire. Bien sûr, il peut déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre. Et d'ailleurs, une des tâches par lesquelles le chef du gouvernement commence son travail ou qui suivent immédiatement sa désignation et sa désignation et son investiture par la Chambre des représentants et l'édiction des décrets relatifs à l'organisation et aux attributions des ministres. Donc le pouvoir réglementaire est exercé par le chef du gouvernement. La titulature de ce pouvoir réglementaire incombe au chef du gouvernement, mais bien sûr, ce chef de gouvernement délègue une partie de ce pouvoir réglementaire au ministre à travers des décrets qui fixent les attributions de chaque ministre. Donc, immédiatement après l'investiture du gouvernement, le chef du gouvernement édicte les décrets établissant, fixant, définissant les attributions de chacun des ministres. Et bien sûr, comme on a fait pour la loi, on va essayer de faire la taxonomie ou de faire une classification du pouvoir réglementaire. Donc, le pouvoir réglementaire prend deux facettes, le pouvoir réglementaire autonome et le pouvoir réglementaire d'exécution de la loi ou le pouvoir réglementaire subordonné à l'exécution de la loi. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire autonome, il est délimité par l'article 72 de la Constitution et on l'a dit, la Constitution fixe le domaine de la loi de manière limitative, il donne au Parlement ce qu'on appelle une compétence d'attribution et les matières qui ne sont pas inscrites dans le domaine de la loi appartiennent au domaine du règlement. Donc, le pouvoir réglementaire autonome est délimité par l'article 72 de la Constitution. Cet article 72 dispose que les matières, autres que celles faisant partie du domaine de la loi, appartiennent au pouvoir réglementaire. Et bien sûr, lors de l'exercice du pouvoir réglementaire autonome, le chef du gouvernement se réfère directement aux dispositions pertinentes de la Constitution. Donc, si l'on prend un décret édicté sous l'égide du pouvoir réglementaire autonome, on va rapidement remarquer que le chef du gouvernement, au niveau des visas, se réfère directement à la Constitution. Il n'y a pas entre le chef du gouvernement et la Constitution une loi. Donc, si je suis devant un décret dans lequel le chef du gouvernement se réfère directement à la Constitution, je peux tout simplement dire que ce décret est exercé dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome. Et à côté de ce pouvoir réglementaire autonome, il y a ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire d'exécution de la loi ou le pouvoir réglementaire subordonné à l'exécution de la loi. Et dans ce cas, les décrets du chef du gouvernement doivent comporter la référence à la loi qui les a prévus. Par exemple,
le Parlement peut créer par une loi un établissement public, une école d'ingénieurs par exemple. Et il prévoit dans ce texte de loi, dans le texte portant création de cette école d'ingénieurs, des dispositions autorisant le chef du gouvernement à fixer par voie de règlement, par exemple, les modalités de gestion de cet établissement. Donc, dans un décret pris dans le cadre du pouvoir réglementaire subordonné à l'exécution de la loi, le chef du gouvernement ne se réfère pas directement à la Constitution, mais plutôt, il se réfère au texte législatif, à la loi qui lui a donné le pouvoir d'édicter le décret considéré. On passe aux règles coutumières ou à la coutume. Donc, pour les sources directes, c'est la Constitution, les conventions et traités internationaux, la loi, le règlement et la coutume. Donc, la coutume ou la règle coutumière est une règle émanant de pratiques traditionnelles et d'usages communs et habituels, se répétant dans le temps et consacrée comme étant une règle de droit. On trouve des règles coutumières dans les relations entre les commerçants. D'ailleurs, on dit que la coutume joue un rôle prépondérant dans la fabrique des règles du droit commercial ou dans la régulation des relations entre les commerçants. Et pour revêtir le sens juridique de coutume, parce que le mot coutume a un sens juridique, a un sens politique, a un sens anthropologique, etc. Mais pour qu'une pratique ou un usage puisse se prévaloir de l'acception juridique de coutume, il doit remplir deux conditions ou deux éléments. Un élément matériel se vérifiant dans la répétition d'un comportement dans le temps. Il faut que cet usage se répète dans le temps. D'ailleurs, on le dit dans le langage courant, une fois n'est pas coutume. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs fois pour que l'on puisse parler de coutume. Et à côté de l'élément matériel, il y a l'élément psychologique, c'est-à-dire la règle coutumière doit être considérée par ceux qui la pratiquent comme obligatoire. Donc, élément matériel, élément psychologique. Élément matériel, répétition dans le temps. Élément psychologique, adhésion au caractère obligatoire de cette coutume qui en fait une règle juridique. Donc, outre les sources indirectes, les sources directes que nous venons de décortiquer de manière brève, bien évidemment, il y a des sources indirectes des règles de droit, et ces sources indirectes sont constituées de la jurisprudence et de la doctrine. Donc, la jurisprudence est l'ensemble des arrêts par lesquels les juridictions comblent les lacunes ou les ambiguïtés de la loi et suscitent ainsi des réformes législatives. Donc, lorsque le texte de loi est lacunaire ou ambigu, par un effort de réflexion, par son effort, le juge, parce que quand on défère un litige au juge, ce dernier doit le solutionner, doit le résoudre. Il doit trancher sur ce litige, statuer sur ce litige. Le juge ne peut pas s'abstenir de résoudre un litige parce que la loi est lacunaire, parce que là, il peut commettre un déni de justice. Donc, lorsque la loi est lacunaire ou ambiguë, le juge peut, dans le cadre bien sûr de l'exercice de la fonction, combler ce caractère lacunaire ou ambigu en faisant un effort jurisprudentiel. En ce qui concerne la doctrine, elle renvoie à l'ensemble des écrits, des recherches et des réflexions menées par la communauté académique et professionnelle des juristes, les professeurs de droit, les avocats, les magistrats, etc. Et ces écrits, ces recherches sont susceptibles, bien sûr, s'ils inspirent, ils peuvent, bien sûr, inspirer des réformes législatives et du coup, ils constituent des sources indirectes de la règle de droit. Donc, pour faire un résumé, les sources de la règle de droit se décomposent en sources directes et en sources indirectes. Les sources directes sont la Constitution. La Constitution est la loi suprême de l'État. C'est le statut fondamental de l'État. Et il doit remplir les critères dont j'ai parlé au début de la séance. Aussi, il y a les conventions et les traités internationaux. Et on a parlé dans le cadre de cette source de règles de droit des dispositions de la Constitution marocaine proclamant l'adhésion du Maroc aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement
admis et reconnu. Aussi, il y a la loi, et on a parlé de la définition, de la classification, du domaine et de la procédure de fabrique de la loi. On a fait de même pour le règlement et aussi pour la coutume. Pour la coutume, on a dit qu'il constitue une règle, une source directe de la loi quand elle remplit deux éléments, un élément psychologique, adhésion et acceptation du caractère obligatoire de cette coutume, et un élément matériel se vérifiant, se matérialisant dans la répétition dans le temps de ces usages et de ces pratiques. Et il y a aussi des sources indirectes des règles de droit. Ces sources indirectes sont la jurisprudence, c'est l'ensemble des arrêts rendus par les juridictions et à l'occasion desquels les juges comblent le caractère lacunaire ou ambigu des règles de droit et des lois et suscite des réformes législatives. Aussi, il y a une source indirecte des règles de droit, en l'occurrence la doctrine. Cette doctrine renvoie à l'ensemble des écrits, des recherches menées par les professionnels, par les spécialistes du droit, les professeurs, les avocats, les magistrats, etc. Et par ces écrits, par ces recherches, par ces efforts de réflexion, ces derniers inspirent des réformes législatives et contribuent indirectement à la formation et à la genèse des règles de droit. Donc, bien sûr, en bonne logique, les sources indirectes des règles de droit peuvent devenir des sources directes. Par exemple, si la recherche ou l'écrit ou l'ouvrage réalisé ou confectionné par un professeur de droit ou un avocat ou un magistrat inspire une réforme législative et que cette réforme législative prend en charge cet effort de réflexion, là, cet effort de réflexion passe du registre d'une source indirecte au registre d'une source directe en étant inséré dans une disposition, dans une loi, tout simplement. Donc, je pense que l'on a brièvement abordé la question des sources de la règle de droit. Et pour la séance prochaine, qui se tiendra en présentiel, nous allons étudier les branches du droit. Donc, je sais que vous avez des questions, donc on les discutera lors de la séance présentielle. Je vous remercie pour m'avoir suivi et excellente soirée.